Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de présenter l'ensemble de cette journée. Vous allez voir, un certain nombre de tables rondes vont s'enchaîner, qui vont traiter de ces trois thématiques qui figurent dans le sous-titre de cette journée de l'INJEP. Une première qui sera consacrée aux conditions de vie, aux inégalités. Une deuxième qui traitera de la question du rapport au travail, à l'emploi. Et enfin, une troisième table ronde qui sera consacrée aux questions de santé, et notamment de santé mentale, sur laquelle la ministre vient de terminer son allocution. Avant ces tables rondes, on va commencer par entendre le constat d'un certain nombre d'organisations de jeunesse, avant d'entendre des chercheurs et des chercheuses. Ces tables rondes comprendront toujours aussi la présence d'acteurs, parce que c'est important que les paroles se croisent entre les chercheurs et les chercheuses, et puis ceux qui sont sur le terrain et qui s'occupent de politiques publiques, ou à l'intérieur des associations qui s'occupent de ces questions. Cette journée sera aussi l'occasion de la remise du prix de thèse de l'INJEP. Voilà en gros pour ce programme. Mais on va commencer par entendre Augustin Vicard, qui est le directeur de l'INJEP, pour une première intervention. Rebonjour à toutes et tous. Merci Madame la Ministre pour votre allocution introductive, et puis merci pour cette présentation de la journée. Je crois que le programme est riche, et donc sans plus attendre, je vais avoir le plaisir de prolonger les premières réflexions par un panorama de la jeunesse et de la situation de la jeunesse qui doit faire face, vous le savez, à des crises multiples, et c'est évidemment le titre de notre journée. Alors on pense évidemment à la crise sanitaire qui a marqué la génération qui a eu 20 ans en 2020, mais aussi aux crises économiques et de l'emploi, ou encore à la crise environnementale, bien sûr. Alors, comment les jeunes sont-ils affectés par ces crises et comment y réagissent-ils ? Je vais en parler, mais juste avant, je voudrais vous signaler c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un certain temps, et juste après la crise sanitaire, on a sorti cet ouvrage qui est, à mon sens, encore vraiment d'actualité, « Jeunesse d'une crise à l'autre », qui est une coédition Sciences Po et INJEP, et qui permet d'approfondir cette thématique. Et donc moi, ce que je vais faire là, c'est essayer d'évoquer un certain nombre de crises, et je vais commencer par la crise démographique qui, je préfère le dire dès le début, n'en est pas vraiment une. Et donc je vais essayer plutôt de la déconstruire en posant la place qu'occupe la jeunesse et que va occuper la jeunesse dans une société qui est vieillissante. Donc on le sait tous, la France vieillit, c'est pas une surprise, mais la question est de savoir à quel rythme. Et donc quand on regarde en 1985, il y avait 12,8 millions de jeunes de 15 à 29 ans. Maintenant, on en a 11,9 millions en 2023. C'est-à-dire qu'on est passé de 23% de la population jeune à 17,5% au cours de ces années-là. Question qu'on a devant nous, c'est est-ce que cette tendance va se poursuivre ou non ? Alors, si on en croit les dernières projections de l'INSEE, et c'est des projections qui sont assez solides, c'est bien le cas, mais à un rythme quand même beaucoup plus lent que par le passé, et c'est ça qu'il faut retenir. En 2050, les jeunes représenteront, d'après ces projections, 16% de la population. Donc les évolutions les plus fortes de ce point de vue-là, elles ne sont pas devant nous, mais elles sont derrière nous. C'est en tout cas la situation qu'on observe si on regarde les choses au niveau national, sur l'ensemble de la France. En revanche, au niveau des territoires, c'est assez différent, et si on zoome sur certains territoires, on a une situation contrastée, et c'est ce que vous voyez sur la carte qui est projetée derrière moi. Dans les départements qui comprennent des métropoles, comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes, évidemment, Paris ou encore Strasbourg, les jeunes représentent de l'ordre d'un cinquième des habitants. Et à l'inverse, dans les territoires les plus ruraux, au sein de ce qu'on appelle traditionnellement la diagonale du vide, on a une part des jeunes qui ne dépasse pas 15% et qui est parfois plus faible. Et puis, vous le voyez aussi, on a des jeunes qui sont davantage présents dans le nord de la France que dans le sud de la France. On peut donc, du point de vue de la jeunesse et de la part qu'une génération représente au sein d'un territoire, parler peut-être de crise démographique, mais uniquement dans certains territoires. Et puis, je voudrais terminer sur ce slide en évoquant la situation de nos voisins européens. Parce que cette situation de crise démographique, de déclin de la part de la jeunesse, se pose avec beaucoup plus d'acuité chez certains de nos voisins européens. Et notamment, je ne sais pas si vous suivez le débat public médiatique en Allemagne, mais c'est vraiment très très présent au cœur des débats allemands.
En effet, l'Allemagne, comme l'Italie ou l'Espagne, sont des pays beaucoup moins jeunes que la France. Actuellement, en Allemagne, les jeunes de 15 à 29 ans représentent 16% de la population, soit le niveau qu'on devrait atteindre, d'après les dernières projections de l'INSEE, en 2050 en France. Et puis, la proportion de jeunes est encore plus faible en Espagne ou en Italie, autour de 15%. Alors là, j'ai traité la jeunesse comme une tranche d'âge, les 15-29 ans, mais il est bien évident que la jeunesse, ce n'est pas qu'une question de borne d'âge qui serait figée une fois pour toutes, par exemple, entre 15 et 29 ans. Vous le savez, on peut définir la jeunesse comme le temps de la transition entre l'enfance et la pleine autonomie, au travers de plusieurs étapes ou jalons que vous connaissez, la fin des études, le premier logement, la mise en couple, le premier travail stable, etc. Et si l'on compare la situation actuelle à celle des années 1980, on s'aperçoit que ces jalons sont en moyenne beaucoup plus tardifs. C'est ce qu'on résume en disant que le temps de la jeunesse s'étire. Alors j'en veux pour preuve cet excellent indicateur que j'appelle l'indicateur SNCF, celui de l'évolution des bornes d'âge liées à la carte jeune. Vous savez qu'elle s'adressait historiquement aux 12-25 ans, puis brièvement aux 12-30 ans, et actuellement, elle s'adresse aux 12-27 ans. Donc pour la SNCF, le constat est clair, le temps de la jeunesse s'étire. Mais c'est aussi le cas quand on regarde plus précisément un certain nombre d'indicateurs statistiques. Je n'aurai pas le temps de revenir sur les différents jalons qui conduisent une personne à passer de l'enfance à l'âge adulte. Mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est que les principales évolutions, là encore, elles sont relativement derrière nous. C'est-à-dire que le recul de ces jalons, il est surtout intervenu dans les années 80 et 90, et il est beaucoup moins important depuis. Si je prends par exemple l'âge moyen de fin de scolarité, il atteignait 19,7 ans en 1985. Et il a progressé d'une année et demie pour atteindre 21,3 ans en 2000. Donc il a très fortement progressé dans les années 80 et 90. Et 20 ans plus tard, en 2021, cet âge moyen n'a progressé que d'un trimestre, donc beaucoup moins. Et c'est aussi le cas si on analyse par exemple l'âge au premier accouchement, l'âge de départ du foyer parental, qui ont relativement peu progressé depuis 20 ans et avaient beaucoup plus progressé auparavant. Ça me permet en conclusion sur cette crise démographique ou cette supposée crise démographique de relativiser la diminution du nombre de jeunes en France, car d'une part, les évolutions démographiques à venir sont plus faibles que celles des 40 dernières années, et d'autre part, le temps de la jeunesse s'est étiré, et donc les jeunes sont encore très présents et continueront à l'être. Je vais poursuivre ce diaporama et ce panorama en examinant les conséquences des crises économiques et de l'emploi sur les jeunes. Et je vous propose de l'examiner au prisme d'un phénomène qui a été majeur pour l'ensemble de la jeunesse au cours des 40, des 20 ou même des 10 dernières années, c'est la massification scolaire. Alors pour fixer le cadre, vous le savez bien, on observe depuis quelques années une amélioration du marché du travail pour les jeunes et les moins jeunes, qui s'accompagne toutefois de difficultés d'insertion professionnelle qui demeurent fortes pour une grande partie de la jeunesse. Sur le graphique qui apparaît à l'écran, on peut lire l'amélioration du marché du travail qui a intervenu à partir de 2016 en France comme dans d'autres pays européens, avec une réduction progressive du chômage qui a concerné l'ensemble de la population. Mais vous voyez, c'est la courbe du bas. Vous voyez aussi sur la courbe du haut que les jeunes actifs de 15 à 24 ans ont un taux de chômage qui est toujours beaucoup plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Et si vous voulez un moyen un peu mémotechnique, il est de l'ordre de 2,5 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Et c'est quelque chose qu'on observe depuis de nombreuses années. Et ce facteur de 1 à 2,5, ça signifie qu'en période de dégradation du marché du travail, les jeunes actifs souffrent plus. Leur taux de chômage avait par exemple atteint 26% environ en 2012-2013 à la suite de la crise économique de 2008. A l'inverse, en période d'amélioration du marché du travail, le chômage des jeunes se réduit plus rapidement que le chômage de l'ensemble de la population et il a atteint un niveau historiquement bas autour de 17% en 2022. Alors même si vous l'avez peut-être vu, on a de nouveaux chiffres du chômage qui sont parus la semaine dernière et qui malheureusement font état d'une remontée importante du taux de chômage des jeunes au troisième trimestre 2023, dont j'espère qu'elle sera uniquement temporaire. Mais en réalité, lorsqu'on évoque ces chiffres du chômage des 15-24 ans, on commente en fait des difficultés d'emploi qui concernent les moins diplômés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les plus diplômés rentrent sur le marché du travail tardivement. Après 21, après 22 ans, après 23 ans. Et donc, quand on observe la situation des 15-24 ans,
ils ne sont pas encore sur le marché du travail. Je vous rappelle que l'âge moyen de fin d'études, c'est 21 ans et demi. Donc les plus diplômés, ils rentrent plus tard. Et donc ça vous indique que ce taux de chômage qu'on commande beaucoup, c'est un taux de chômage qui est très différencié en fonction des niveaux de diplôme qui seront atteints par les jeunes. Malgré la massification scolaire, le diplôme continue à jouer un rôle extrêmement protecteur sur le marché du travail. J'en veux pour preuve, si on regarde les diplômés du supérieur, c'est la barre de droite sur votre graphique, le taux de chômage est d'environ 10%. On parle d'à peu près 50%, la moitié des jeunes qui sont diplômés du supérieur désormais, et leur taux de chômage est de 10%, c'est-à-dire un taux de chômage qui se rapproche de celui de l'ensemble de la population active. Alors ça signifie évidemment pas qu'il n'y a pas des difficultés d'insertion professionnelle pour ces jeunes, par exemple le passage par des contrats courts ou le fait de se sentir surqualifié ou déclassé par rapport aux emplois qu'ils peuvent occuper. Mais ces difficultés, elles sont à relativiser si on les compare à celles rencontrées par les moins diplômés. Les jeunes qui disposent d'un BEP, d'un CAP, d'un CAP ou du seul baccalauréat ont un taux de chômage autour de 20%, et ceux qui n'ont pas de diplôme ou seulement le brevet des collèges se retrouvent avec un taux de chômage de 45% entre 1 an et 4 ans après leur sortie du système scolaire. Donc on voit évidemment des situations qui sont extrêmement contrastées. Je voudrais dire par rapport à ça que les jeunes qui sortent sans diplôme du système scolaire, ils sont encore 8% actuellement. Alors il y a un progrès depuis 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, ils étaient 11% de la population de jeunes qui sortaient. Maintenant 8%, mais ça reste quand même des niveaux qui sont importants et préoccupants. Alors je vais passer rapidement, faute de temps, sur le slide suivant, qui vient rappeler que la massification scolaire qui est intervenue depuis les années 80 ne s'est pas forcément traduite par une démocratisation scolaire. En effet, on a observé une hausse du niveau qui a été atteint par l'ensemble des catégories sociales, mais les inégalités en fonction du milieu d'origine restent importantes et marquées, particulièrement en France. Et je vais pas commenter l'ensemble du graphique, mais prendre un exemple pour vous dire que plus des 2/3 des enfants de cadre poursuivent des études supérieures longues, c'est-à-dire jusqu'au master, alors que ce n'est le cas que d'un enfant d'ouvrier sur 5. Donc, pour synthétiser, avant de passer aux thématiques suivantes, on présente parfois l'ensemble de la jeunesse comme très fortement affectée par la crise économique et de l'emploi, en se focalisant uniquement sur le taux de chômage des 15-24 ans. Et ce que j'ai voulu vous rappeler ici, c'est que les difficultés sont particulièrement concentrées sur la moitié des jeunes qui ne sont pas diplômés du supérieur et qui sont plus souvent issus de milieux populaires. Alors je continue ce tour d'horizon dont j'ai bien conscience qu'il est très rapide et qui ne permet pas d'approfondir, mais ce sera justement l'occasion des tables rondes aujourd'hui de pouvoir approfondir ces différentes thématiques pour interroger la crise du logement, ou en tout cas les difficultés sur le marché du logement. Et vous le savez, ces difficultés, forcément, elles touchent particulièrement les jeunes, puisque les jeunes aspirent pour beaucoup d'entre eux à avoir leur propre logement, un logement autonome, et donc forcément, ils sont particulièrement affectés. Sur ce sujet, je trouve toujours qu'une comparaison européenne est particulièrement éclairante. La carte que vous voyez à l'écran vous montre l'âge moyen de départ du foyer parental dans les différents pays de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que vous avez vu disparaître d'un coup de baguette magique le Royaume-Uni, puisque c'est une carte d'Eurostat. En France, les jeunes Français sont dans une position médiane en Europe. Ils partent, je vous rappelais peut-être tout à l'heure, à 23 ans et demi en moyenne du foyer parental. Ils quittent le foyer parental pour leur propre logement à cet âge-là en moyenne. C'est aussi le cas en Allemagne. Mais la situation est très différente dans d'autres pays européens. Si on regarde l'Europe du Nord, par exemple, en Suède, l'âge moyen de départ du foyer parental est de 19 ans. Et il est autour de 20 ou 21 ans dans les autres pays scandinaves. À l'inverse, dans les pays du Sud, vous vous souvenez tous du film Tanguy, c'est la règle et pas l'exception. En Italie, en Espagne ou au Portugal, les jeunes quittent le foyer parental autour de 30 ans. Alors comment on peut expliquer ces différences qui sont évidemment très importantes et très marquantes ? Sans doute en partie par des différentiels de niveau de vie, les pays d'Europe du Nord étant plus riches que les pays d'Europe du Sud, mais aussi par un certain nombre de facteurs culturels et historiques. Mais si on regarde aussi dans le détail, ces différences, elles s'expliquent aussi par des politiques de jeunesse qui sont mises en place et qui sont différentes dans ces différents pays. Dans le nord de l'Europe, les jeunes majeurs sont considérés comme des citoyens autonomes à part entière et ils bénéficient à ce titre de droits et d'aides pour leur permettre plus rapidement d'accéder à l'autonomie. Alors que dans les pays du Sud,
les parents sont censés continuer à s'occuper de leurs enfants majeurs, même longtemps après l'atteinte de la majorité, ce que le politiste Tom Chevalier qualifie de citoyenneté refusée, et ce qui explique ces âges très très tardifs de départ du foyer parental. Alors j'ai évoqué ici la situation moyenne de la France, en comparaison avec nos voisins européens, mais je voudrais toujours rappeler, comme j'ai pu le faire pour l'éducation et l'emploi, qu'il y a des inégalités qui sont fortes au sein de la jeunesse française, notamment en fonction du diplôme atteint. Et c'est ce que viennent de rappeler deux collègues de l'INJEP dans une étude sortie la semaine dernière et qui s'intitule « La cohabitation en fin d'études, révélatrice des inégalités sociales et territoriales ». Je n'aurai pas le temps non plus de la présenter en détail malheureusement, mais elle montre, chiffres à l'appui, que l'accès rapide à un logement autonome à l'issue des études, après les études, est facilité pour les plus diplômés et demeure plus compliqué pour les moins diplômés. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre, je pense, de la première table ronde. Alors, je voudrais maintenant évoquer, dans ce tour d'horizon un peu déprimant des crises et des défis, des difficultés auxquelles les jeunes comme les moins jeunes dans ce pays font face. Je voudrais maintenant consacrer quelques instants à la fracture territoriale et la manière dont elle affecte les jeunes. C'est un sujet qui est évidemment revenu au centre des préoccupations au moment des émeutes de l'été dernier. Alors, sur ce sujet des émeutes, nous disposons encore de peu de travaux de sciences sociales. C'est pour ça que les premiers travaux qui ont été sortis il y a un mois par les sociologues Marco Auberti et Maëla Guillaume-Legal sont particulièrement éclairants. Je vais prendre 2 minutes pour en donner quelques résultats. Ce qui montre, c'est que les émeutes, elles se sont déroulées en 2 temps. Dans un premier temps, les émeutes ont été centrées sur les banlieues populaires, notamment parisiennes, comme on avait pu l'observer en 2005. Et donc, il s'agit d'émeutes très proches de 2005, dans lesquelles les jeunes se sont attaqués principalement à des institutions publiques, des écoles, ça a marqué évidemment les esprits, mais d'autres institutions publiques. Mais dans un second temps, les émeutes ont d'une certaine manière changé de nature et elles se sont étendues vers des catégories de villes beaucoup plus larges. Par exemple, des bourgs ou de petites villes, avec des émeutiers beaucoup plus jeunes que dans la première étape, et qui ont été en partie poussés par les réseaux sociaux, ça on en a beaucoup parlé évidemment, mais qui ont beaucoup moins détruit d'institutions publiques, on était moins dans cette dénonciation, et qui ont davantage pillé des commerces pour pouvoir bénéficier par exemple de biens chers auxquels ils n'ont pas forcément accès. Et la géographie de cette deuxième étape n'est pas du tout la même que la géographie de la première étape, puisqu'on est davantage sur des territoires marqués par un fort sentiment de relégation et par ce qu'on qualifie désormais de géographie de l'ennui. C'est des territoires qui seraient d'une certaine manière plus proches de ceux qui ont été marqués par la crise des Gilets jaunes que de ceux des émeutes de 2005. Et puis le dernier enseignement que je trouve très intéressant de cette étude, c'est que les auteurs montrent que la moitié des villes qui comprennent des quartiers politiques de la ville n'ont pas connu d'événements ou d'émeutes. Et donc ça montre qu'il faut essayer de mieux comprendre ce qui se passe localement dans ces différents territoires. Et donc, je voudrais insister sur ce besoin de connaissance sur les jeunes, que ce soit les jeunes ruraux ou les jeunes des quartiers populaires. D'abord parce que les jeunes des quartiers populaires ont fait l'objet de beaucoup d'études, continuent à faire l'objet de beaucoup d'études, mais aussi, Madame la Ministre le rappelait, de beaucoup de reportages et également de beaucoup de fantasmes. Et donc, il y a besoin d'aller voir. C'est ce que essaye de faire l'INJEP pour essayer de mieux documenter les aspirations, les conditions de vie de ces jeunes et en recueillant aussi leurs propres paroles. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce numéro d'Agora Débat Jeunesse, qui est notre revue académique scientifique, et qui était parue début 2023. Et puis, sur la jeunesse rurale, l'INJEP, depuis un certain temps, essaye de mieux les comprendre, d'aller recueillir leurs paroles, et c'est notamment ce qu'a pu faire notre collègue Yael Amselem-Mingui dans le cadre du livre que vous voyez apparaître à l'écran, Les filles du coin. Et donc, on essaie de participer à ce mouvement qui a à peu près 10 ans, dans lequel les jeunesses rurales étaient relativement invisibilisées dans les travaux de recherche, et maintenant, on essaye de davantage documenter leurs aspirations, leurs conditions de vie. Ça me semble important. Et on va continuer évidemment à le faire. Alors, on parlait d'engagement tout à l'heure, on a commencé à en parler, c'est évidemment très important, et donc là je voudrais parler de la crise démocratique, souvent au cœur du débat public, et c'est vrai qu'on a souvent tendance, dans les médias notamment, quand on parle de crise démocratique, à cibler les jeunes en expliquant que les jeunes sont désengagés, ont une abstention très forte, et donc j'aimerais revenir sur ces quelques sujets. Donc nous y avons beaucoup travaillé à l'INJEP, nous y avons consacré un événement l'année dernière, par exemple, et puis un collègue de l'INJEP, Laurent Lardeux, a travaillé avec Vincent Tibéry
à une étude sur le vote et l'abstention des jeunes au prisme de leurs valeurs et de leur situation sociale. Là encore, malheureusement, je n'aurai pas le temps de revenir très en détail sur cette étude. Mais ce que je voulais dire concernant les élections de 2022, évidemment marquantes pour nous tous, c'est que même lors de ces élections qui ont été caractérisées par une abstention globale très forte, on a assez peu de jeunes qui se sont abstenus systématiquement. Si on regarde les derniers chiffres de l'INSEE sur ce sujet, on voit qu'environ un quart des 18-29 ans seulement n'ont voté à aucun des 2 tours des élections présidentielles et législatives. Et à l'inverse, on a moins de 20% qui ont voté systématiquement à l'ensemble des 4 tours. Ce qui caractérise les jeunes, c'est vraiment un vote intermittent, c'est-à-dire un vote à un des tours d'une des élections ou à 2 ou 3 tours des élections, mais pas à l'ensemble des tours. Donc pour moi, c'est le signe d'une défiance envers les institutions traditionnelles, et notamment vis-à-vis des partis politiques, mais ça remet quand même en cause l'idée d'un désengagement total et massif de la jeunesse par rapport à la chose publique et aux élections. Cet engagement plus intermittent. Et puis ce que montrent nos travaux à l'INJEP, c'est qu'une majorité des jeunes restent engagés au-delà du vote, mais autrement. Si on regarde par exemple le bénévolat dans les associations, qui est évidemment un sujet très important aussi pour nous à l'INJEP, selon notre dernière enquête sur l'engagement associatif et les dons, les jeunes sont 3 sur 10 à donner une partie de leur temps bénévolement au cours de la dernière année. Et c'est un taux qui est très proche de celui des autres classes d'âge, et même un peu supérieur pour les jeunes en dehors des retraités. Et donc ça montre qu'il y a une vraie volonté et une vraie réalité de l'engagement des jeunes. Et puis les jeunes, vous le savez, mobilisent également beaucoup les réseaux sociaux et sont très nombreux à les mobiliser pour s'engager. Signer des pétitions, défendre une cause sur Internet, ce sont des formes d'engagement qui sont très nombreuses, fréquentes. Et puis il y a d'autres formes d'engagement plus contestataires qui se développent, comme la participation à des manifestations, des grèves ou des occupations de lieux. Et donc, pour conclure sur ce sujet-là, j'ai bien conscience que je fais tout ça un peu au pas de charge, il y a l'idée qu'il y a forcément plus qu'un désengagement des jeunes par rapport à la politique, par rapport à la chose publique, on a un renouvellement des formes d'engagement de la part de la jeunesse. Alors, je continue d'égrener les différentes crises auxquelles nous faisons collectivement face et je vais évoquer évidemment la crise climatique. C'est une crise qui sera malheureusement pour longtemps avec nous et devant nous et qui accompagnera les jeunes durant une grande partie de leur vie. Je parlais à l'instant de l'engagement de la jeunesse et sur la thématique écologique. Évidemment, ça doit vous faire penser à la fameuse génération Greta, avec l'idée que cette génération de jeunes actuels serait systématiquement très investie sur le front de la lutte contre le changement climatique. C'est effectivement le cas d'une partie de cette génération, celle des marches pour le climat, celle plus largement du mouvement climat. Et notre collègue de l'INJEP, dont j'ai déjà parlé, Laurent Lardeux, vient de consacrer une étude approfondie, vous la voyez à l'écran, aux jeunes des mouvements climat, en montrant par exemple le rôle que pouvait jouer l'éco-anxiété dans l'entrée dans ces mouvements. Mais ce que rappelle aussi cette étude, c'est que ces mouvements concernent finalement une minorité de jeunes, plutôt issus de milieux favorisés, urbains, et plus souvent des jeunes femmes. Et on ne peut évidemment pas en tirer de conclusion sur l'engagement de l'ensemble de leur génération par rapport à la cause climatique. Et donc, quand on élargit la focale, au travers par exemple de sondages d'opinion, on observe une préoccupation qui est forte des jeunes, par rapport à la crise environnementale, mais désormais, elle l'est aussi dans l'ensemble des générations. Donc, il n'y a pas de spécificité de ce point de vue, ou pas de spécificité importante des jeunes par rapport aux plus âgés. Ce qu'on observe aussi, chez les jeunes comme chez les plus âgés, c'est la difficulté de passer de la révolte, de l'indignation, aux actes. C'est ce que mettait par exemple en avant l'ADEME, en montrant que les préoccupations des jeunes et des moins jeunes ont du mal à se traduire dans les comportements. Alors évidemment, là, il s'agit de sondage d'opinion. On a envie d'aller plus loin et d'essayer de voir, par exemple, en regardant l'empreinte carbone, si les jeunes ont une empreinte carbone qui serait différente de celle des plus âgés. Alors, malheureusement, on dispose encore de peu de travaux, globalement, pour comparer l'empreinte carbone des différentes catégories de population et notamment des différentes générations entre elles. Toutefois, l'ADEME a sorti très récemment une étude avec une méthodologie qui est encore à parfaire, et donc il faut prendre ça comme un résultat relativement provisoire, mais qui compare l'empreinte carbone en fonction de l'âge, notamment.
Et elle nous montre qu'il n'y a pas de différence d'empreinte carbone entre les jeunes et les moins jeunes, et qu'on a, vous le voyez à l'écran, une courbe relativement plate qui montre que, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'automaticité pour la génération Greta à adopter spontanément un comportement qui serait écologiquement plus vertueux, même si, évidemment, il y a une préoccupation très importante de la jeunesse, on le rappelait tout à l'heure, et puis des engagements qui sont forts d'une partie de la jeunesse. Alors, je termine ce tour d'horizon par la crise sanitaire, évidemment, dont je n'ai pas parlé jusque-là, et qui a évidemment constitué un événement très très marquant pour les jeunes qui l'ont vécu, peut-être même plus que pour les autres classes d'âge. Je ne vais pas revenir ici sur le vécu de la crise sanitaire, ça a été largement documenté, puis c'est derrière nous. Mais je voudrais évoquer deux effets de moyen terme de la crise sanitaire, les effets sur la santé mentale des jeunes, dont on a déjà parlé ce matin, et puis le développement du télétravail. Alors, sur la santé mentale, je voudrais commencer par rappeler que, fort heureusement, la jeunesse demeure, pour la majorité des gens, une période épanouie de leur existence. Et c'est ce que montrent les études sur la satisfaction dans la vie, qui mettent en avant ce qu'on appelle une courbe en U, que vous voyez à l'écran, qui est celle-là, qui montre que les jeunes, et c'est ce qu'on observe dans la plupart des pays, et c'est ce qu'on observe à la plupart des périodes où on a pu regarder ça, sont plus heureux en moyenne, se déclarent plus heureux. Là, c'est un des indicateurs, mais ça marche avec d'autres indicateurs. Et qu'ensuite, la satisfaction, elle baisse jusqu'à 40 ou 50 ans environ, et puis elle remonte un petit peu avant de décliner à nouveau en fin de vie. Et ce schéma classique, il y a des travaux de l'INSEE qui l'ont montré récemment, il n'a pas été remis en cause par la crise sanitaire. Pour autant, évidemment, les jeunes, et c'est un peu un paradoxe, sont nombreux à faire état de troubles dépressifs, et notamment depuis et pendant la crise sanitaire. Selon l'enquête EPICOF, si on cumule les 3 épisodes d'observation, on a demandé aux personnes qui ont été interrogées, on les a interrogées 2 fois en 2020, une fois en 2021, 37% des 15-24 ans ont connu au moins un syndrome dépressif au cours de cette période. C'est absolument considérable. Et les jeunes femmes sont plus nombreuses à déclarer ces syndromes, et c'est le cas d'ailleurs depuis longtemps, et il y a vraiment ce différentiel qui est important depuis toujours. Et ce sont de loin les jeunes qui ont connu la plus forte hausse des syndromes dépressifs entre 2017, le point qu'on avait avant la crise, et 2021, le point après crise. Le taux de syndrome dépressif a doublé pour les jeunes, alors qu'il a progressé de façon moins importante pour les autres. Et donc, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants, pas tant sur la crise sanitaire, mais pour essayer de s'interroger sur des facteurs structurels qui pourraient pousser malheureusement, pour une partie de la jeunesse, à avoir ces troubles dépressifs et cette anxiété. Il y a une récente étude qui est parue dans le Journal of Youth and Adolescence qui est pour moi très, très intéressante parce qu'elle compare avant la crise sanitaire plusieurs pays et elle essaye de comprendre pourquoi chez les adolescents il y a davantage de développement de troubles, troubles anxieux et de troubles dépressifs. Et pourquoi il y en a plus dans certains pays que dans d'autres. Et ils isolent 4 facteurs principaux que je vais vous citer. D'abord, la pression scolaire ressentie par les jeunes, qui est croissante dans un certain nombre de pays et qui se traduit par des troubles anxieux. Ensuite, la durée quotidienne d'utilisation d'Internet. Puis, pour les jeunes femmes, la prévalence de l'obésité. Ça n'a pas d'impact pour les jeunes hommes. Et puis, dans une moindre mesure, la hausse du nombre de familles monoparentales. Et ce sont 4 facteurs qui viennent contribuer, malheureusement, à la hausse de ces troubles. Et pour terminer réellement, beaucoup de gens se sont interrogés à la suite de la crise sanitaire sur cette génération de jeunes qui a fait une partie de ses études à distance et puis qui a aussi, pour certains, commencé à travailler à distance, avec une inquiétude, voire un soupçon, que cela accroisse le désengagement supposé de cette génération par rapport au monde du travail. Il s'agit d'un thème sur lequel nous avons beaucoup travaillé à l'INJEP, en lançant un appel à projet de recherche sur le sujet l'année dernière, mais aussi en consacrant le focus de notre dernier baromètre annuel JEPVA Jeunesse à ce sujet. Comme vous le voyez à l'écran, on a sorti une étude il y a une dizaine de jours à ce sujet-là, et on y reviendra lors de la table ronde de l'après-midi, mais elle montre qu'il n'y a pas de forte spécificité de la génération actuelle, la fameuse génération Z, dans son rapport au travail par rapport aux autres générations. Moi, je voudrais juste évoquer un point, c'est celui du télétravail et du développement du télétravail. J'ai mis à l'écran une petite vignette que je trouve amusante, mais qui correspond surtout à l'image que se font certains employeurs des jeunes en télétravail. Et évidemment, ce n'est pas la réalité. Je voudrais tout d'abord rappeler que le télétravail, il est très loin d'être généralisé. Selon des derniers chiffres de l'INSEE sur le sujet, il n'y a qu'un cinquième des salariés qui télétravaillent une semaine donnée. Et ce n'est le cas que de 17% des jeunes de 18 à 22 ans.
Hein, on a un prisme souvent déformant parce qu'on habite en Île-de-France où le télétravail est beaucoup plus développé, et puis on côtoie peut-être davantage de personnes diplômées, cadres, professions intermédiaires qui ont davantage accès au télétravail. Pour autant, donc ça c'est le télétravail, à peu près 20% de la population active. Pour autant, à la suite de la crise sanitaire, 3/4 des personnes souhaiteraient idéalement télétravailler, c'est ce qu'on montre dans ce baromètre, dont la majorité de temps en temps. Et les jeunes expriment un peu plus souvent que les autres cette volonté de télétravailler. On a donc, particulièrement chez les jeunes, un décalage entre la réalité de l'accès au télétravail, qui est relativement restreint, et le souhait de télétravailler, qui est très majoritaire et très répandu. Et ça pose question parce que les jeunes cadres, les jeunes professions intermédiaires ont accès au télétravail, alors que les jeunes ouvriers ou les jeunes employés voudraient aussi y avoir accès et n'y ont pas accès. Et ça pourrait, à moyen terme, générer une sorte de sentiment d'injustice, le télétravail apparaissant comme un nouveau privilège. J'ai été trop rapide sur chacun des thèmes et à la fois très long, mais je me voilà arrivé au bout et au terme de ce portrait de la jeunesse, de ce panorama de la jeunesse au prisme des crises auxquelles les jeunes et les moins jeunes doivent faire face. J'espère que ces quelques premiers éléments de réflexion vous auront intéressé et je vais maintenant laisser la parole aux représentants et représentantes des organisations de jeunesse. J'ai hâte de voir s'ils partagent ou non les constats que j'ai pu formuler et je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci. Merci Augustin Vicard pour ce panorama, ce tour d'horizon, pointant un certain nombre de questions sur lesquelles, pour certaines, nous allons revenir au cours de la journée.